Salut à tous, on est mardi et c'est l'heure de Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. Les amis, je suis très content de vous retrouver. On a eu un beau Paris-Nice, un beau Tirreno, on a un beau Milan-San Remo qui arrive. Comment vas-tu mon Polo? Tu es chevelu, dit-on, ça a poussé depuis la semaine dernière. Ouais, bah écoute, ça va. Voilà, le petit gimmick de la semaine. Il fallait que je trouve quelque chose à mettre sur la tête. Il a fallu agir rapidement et avec efficacité. J'ai trouvé ça qui traînait dans le studio. Qui traînait par terre. Donc voilà, mais voilà, ouais, je suis hyper heureux d'être là aussi. Là, on rentre vraiment dans les grosses actualités du cyclisme. donc ouais, là, pour le coup, ça commence vraiment à être intéressant. Ça a moins poussé toi par contre. Ouais, moi c'est resté plus naturel, mais je suis content qu'on ait trouvé notre Bilal Hassani à nous. ça me fait très plaisir pour le. Oui, c'est moi. Est-ce que tu chantes aussi bien? Retrouvez-moi l'Eurovision, je ne sais quand, je sais même pas ce que c'est l'Eurovision, je regarde plus ça depuis les 10 dernières années. Mais je pense qu'il y a Comme- très comme peu de le personnes téléfoot. qui regardent l'Eurovision. C'est comme Téléfoot l'Eurovision. Mais bon. Et notre chant s'appelle Bilal Hassani du coup. On va pas parler de Bilal Hassani aujourd'hui, on va plutôt te parler de Peter Sagan, de Julien Alaphilippe, de ces personnes qu'on suit un petit peu plus, un petit peu mieux. On va commencer avec des news. Allez, c'est parti les amis. La première news de la semaine, les amis, c'est une petite news sponsoring parce que la Direct Energy a annoncé, il y a eu une information qui a circulé, qui a ensuite été confirmée par la Direct Energy, c'est que Total en fait va s'ajouter. En fait, au début, on pensait que c'était remplacé. En fait, va s'ajouter au sponsor, va s'appeler Total Direct Energy et ça va être effectif assez rapidement parce que ça va être effectif dès Paris-Roubaix. Et avec évidemment ce qui va avec, c'est-à-dire une réévaluation du budget de Direct Energy. Donc, info très importante, Paul. Ouais, c'est hyper important, c'est hyper bien déjà pour une formation comme la Direct Energy, puisque ça quand même ouvre les portes du World Tour à moyen, voire à court terme. C'est génial. Tu disais que ouais, ça va s'imbriquer dans Direct Energy, c'est vrai, parce que Total a racheté Direct Energy. Du coup, là, c'est l'année dernière, ils avaient 70% des parts de Direct Energy. Ils ont racheté les 100%, enfin les 30% restants, là, il n'y a pas très longtemps. Et bienvenue sur BFM Business. Voilà. Il y avait une forme de logique en soi. Il fallait juste voir comment ça allait concrètement, comment ça allait s'imbriquer. Voilà, c'est une super nouvelle pour l'équipe française de Jean-René Bernodeau. On sait que ça n'a pas toujours été facile pour lui de trouver des sponsors. Là, avec une belle revalorisation du budget, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Très bonne nouvelle pour Jean-René Bernodeau et son objectif de World Tour qui était affiché depuis pas mal de temps. Là, ça le concrétise. Il a toujours, alors oui, tu le dis, il a eu des galères parfois certaines années pour trouver des sponsors, Paul, mais il a aussi toujours su trouver des gros sponsors. On se rappelle de l'époque Bouygues Télécom, qui était déjà une très grosse entreprise française. Là, c'est Total, c'est top pour eux, sachant que c'était pas non plus gagné. On sait que quand une entreprise se fait racheter, tout peut être aussi remis en question. Donc là, il se trouve que Total va dans le même sens et va même mettre plus d'argent, mais ça aurait pu être l'inverse. Donc tant mieux pour Jean-René Bernodeau. En termes de chiffres, les budgets dans le cyclisme ne sont pas forcément toujours connus. Alors, on sait que chez Direct Energy, c'est moins de 10 millions. Ouais, voilà. En fait, il y a 3-4 ans, il était de 5 millions le budget. En ce moment, il est environ de 10 millions et le budget va être augmenté, sachant que AG2R, par exemple, touche à 15 millions environ par saison. Donc là, et les plus grosses équipes sont autour de 30. Voilà. Donc clairement, autour de 30, mais en tout cas, clairement, on a Direct Energy, Total Direct Energy qui va s'amener au niveau d'AG2R. Donc une grosse équipe française, une troisième grosse équipe française dans le World Tour, possiblement en 2020. On peut même, quand même pas mal. On peut même espérer plus. Hein. Total, c'est quand même la plus grosse entreprise française au monde. Je pense qu'elle doit tourner à 180, 200 milliards à l'année. Donc, il y a des liquidités et des possibilités, en tout cas. Il y a des possibilités de choses à faire. Portes, on va dire. Et après, ce sera à Total de voir ce qu'ils veulent investir. Exactement. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle, ça c'est sûr. Une grosse nouvelle. Est-ce que je peux rajouter un truc à ça, avant que tu passes à autre chose? Aussi parler de la Sky, du changement aussi de sponsoring de la Sky, qui a passé chez Ineos, je crois, une grosse entreprise pharmaceutique de chimie. Oui, ça peut faire rire, dit comme ça. Non, mais il faut dire. Une grosse entreprise de chimie anglaise et qui est tenue par, je crois, la plus grosse fortune anglaise. Je sais plus quoi. C'est un sœur exactement, et c'est la plus grosse fortune du Royaume-Uni. Un frère, du coup. Donc pour le coup, on s'inquiétait d'une baisse. Très très mauvais. Et du coup, on pouvait s'inquiéter d'une baisse de budget pour la Sky. Je pense qu'il n'y aura pas de problème dès l'année prochaine. Ils annoncent même une augmentation du budget possible. Donc voilà. Voilà pour news un peu financière de sponsoring, parce que c'est quand même très important, c'est le nerf de la guerre, surtout dans le cyclisme.
Passons au Tirreno Adriatico, c'est en ce moment. Donc aujourd'hui on est mardi et il reste une étape, un contre-la-montre de 10 km. Et on va faire un petit point sur les 6 premiers vainqueurs d'étape. Qu'on rappelle, du coup, la Mitchelton Scott a gagné le contre-la-montre par équipe pour commencer. Puis Julien Alaphilippe a gagné, Viviani, Lutsenko, Fuglsang et Alaphilippe a gagné la dernière étape, sachant que Adam Yates, qu'on voit à l'écran, est encore leader au classement général. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces premières 6 étapes du Tirreno? Bah moi, c'est Alaphilippe, hein, t'en parles, tu l'as cité 2 fois dans tes vainqueurs d'étape. Alors, autant la première était un peu attendue, autant la deuxième, elle est complètement surprenante. On attendait un sprint massif, il y avait Sagan, il y avait Viviani, il y avait du monde, des vrais sprinteurs qui étaient là. Alaphilippe devait emmener pour Viviani, et finalement, c'est lui qui fait le sprint, c'est lui qui gagne en plus. Donc vraiment, on a un Julien Alaphilippe super impressionnant. Quand on est à 6 victoires cette saison, il est le numéro 1, le coureur le plus prolifique du peloton. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite qui arrive avec les classiques les plus importantes dès ce week-end. Ouais, dès Milan-San Remo, ce sera intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire, mais on en parlera plus tard. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Adam Yates, la forme d'Adam Yates. Depuis le début de la saison et sur ce Tirreno, la forme de la Mitchelton Scott qui gagne plutôt haut la main le contre-la-montre par équipe, alors qu'il y avait quand même des clients derrière. Je pense à la Sunweb, à la Jumbo Visma. Non, Adam Yates, on l'a vu gagner cette année sur le Tour de la communauté de Valence, une belle étape devant Valverde. Là, on le voit vraiment à son aise, même plus fort à la pédale que Primoz Roglic. On l'a vu sur l'étape, si je ne me trompe pas, l'étape que Jakob Fuglsang gagne dimanche. Dimanche, on est lundi, on est mardi. C'était dimanche. La 5e étape, ouais. Ça fait plaisir, sachant que quand on voit que Simon, pour le coup, a eu un peu plus de mal sur le Paris-Nice, c'est marrant de voir l'inversion des forces, en tout cas dans ce début de saison, entre Adam et Simon. Et Adam Yates, il fait un très gros début de saison. Après les quelques galères qu'il a eu l'année dernière et son difficile Tour de France, il doit être content de reprendre un peu la lumière, justement. C'est clair. Et il a bien réagi à Adam Yates, je suis très content pour lui. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a une dernière étape, c'est un contre-la-montre. Du coup, on va se mouiller un peu. Alors, elle aura lieu dans l'après-midi. Il reste un contre-la-montre de 10 km. On a fait un petit sondage. Alors, avant de voir le sondage, on va montrer le contre-la-montre. Le profil, du coup, d'abord, c'est un contre-la-montre de 10 km. C'est plat tout comme plat, aller-retour de ligne droite. Là, ça va être vraiment de la puissance pure. Et Adam Yates a 25 secondes d'avance sur Primoz Roglic, 35 sur Jakob Fuglsang. On vous a demandé sur le Twitter de Roue Libre si oui ou non, selon vous, ils vont tenir. Et bah, Thibaut Pinot qui va gagner là. Alors, il peut. il peut, 2,46. Dans un grand jour, il peut. Alors, selon le sondage, c'est non à 65%. Vous voyez. Donc du coup, voilà, 65% contre 35 oui seulement. Est-ce que selon vous, il va tenir ou pas? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, au vu de la forme qu'il a, on l'a vu être en grosse forme sur le contre-la-montre par équipe. C'est pas le Adam Yates de l'année dernière. Et à l'image un peu de son frère Simon Yates, maintenant, c'est que ces deux frères-là, je pense que sur des chronos comme ça, avec des objectifs précis, c'est des mecs qui sont capables de rouler. On a vu Simon gagner tout simplement le chrono de Paris-Nice. Je pense qu'Adam, il est un peu dans cette même physionomie et dans cette même étape de forme, etc. Je pense que 25 secondes face à Primoz Roglic, ça risque d'être dur, mais je pense qu'il peut quand même en garder une ou deux. Vraiment, ça, je vois rien du tout, mais je crois vraiment pour le coup en Adam Yates. Tu crois aussi ou pas? Je pense que ça va être très serré comme Paul, mais je pense que ce sera l'avantage de Roglic pour prendre le contre-pied. L'année dernière, sur le même chrono, donc, puisque le chrono de San Benedetto est traditionnel sur Tirreno Adriatico, Yates avait perdu 36 secondes sur Roglic, donc 10 km, c'était tout pareil. Donc avec 36 secondes cette année, ça passera pas pour Yates. Alors peut-être qu'il peut perdre un petit peu moins parce que cette fois-ci il joue le général, ça fait une motivation supplémentaire. C'est pas la même forme que l'année dernière. J'ai l'impression qu'on voit pas le même Adam Yates. Oui, mais est-ce qu'on voit le même Roglic? Est-ce que Roglic est pas encore plus fort? Moi, je pense que ça va tourner à l'avantage de Roglic. Et dernière question, est-ce que vous pensez que Tom Dumoulin peut rattraper Jakob Fuglsang? Il a 1,20 de retard sur Jakob Fuglsang et monté sur le podium. Fuglsang s'est roulé quand même. Il s'est roulé, puis il est dans une forme, Jakob Fuglsang. Quand on voit son étape de dimanche, quand on voit ses Strade Bianche, c'est impressionnant. Un peu l'image d'Astana, mais non, moi non plus, pareil, je le vois pas. En plus de Jakob Fuglsang, il y a Alexei Lutsenko qui a gagné de manière absolument exceptionnelle. Franchement, bravo à lui, il a gagné à Font-Sombronnet. Il tombe 2 fois dans les 15 derniers kilomètres. Il tombe 2 fois, il mange un bas. Mais après, quand tu le vois arriver au sprint avec les gars avec qui il était, moi j'étais pas inquiet pour lui. Sauf si c'était vraiment fait mal sur ses chutes, c'était quand même le plus rapide de ce groupe-là. Tu avais du Roglic, je sais même plus qui y avait. Il y avait Luis Sanchez. J'allais voir. Donc, du coup, Roglic, Adam Yates, Fuglsang. Sanchez était sur Paris-Nice. Oui, il était sur Paris-Nice. Voilà, c'était le plus rapide de ses coureurs. Oui, il était derrière.
Mais lui aussi, Franchement, lui aussi fait un début de saison de Porso quand même, Lutsenko. Ouais, il est, L'équipe Bah, Astana c'est est la très deuxième, impressionnante. Quoi. J'ai tout à l'heure à la Philippe le plus prolifique du peloton, juste devant Lutsenko qui Ouais, a 5 victoires. C'est fou. Donc voilà. Voilà pour le Tirreno Adriatico d'Italie. On va en France. Il y avait le Paris-Nice et le Paris-Nice, lui, est donc terminé avec une victoire d'Egan Bernal devant Nairo Quintana et son équipier Michal Kwiatkowski. 39 secondes d'avance sur Nairo Quintana. Chaque egg. Egan Bernal qui a quand même géré sa course parfaitement et qui gagne le Paris-Nice, qui une belle petite ligne à son palmarès quand même. Ah oui, la plus Son belle public, jusqu'à maintenant, voilà. je pense. Hein. Voilà. Alors peut-être que dans 2 mois, il y en aura une beaucoup plus belle avec le Giro, pardon. Mais oui, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et la Sky a vite tranché. Kwiatkowski était annoncé leader numéro 1. Dès qu'il a commencé à être en difficulté sur le Turini, on a basculé sur Bernal et c'est ce qu'il fallait faire. On en parlera plus tard dans l'émission, mais Ça va être l'objet de il y notre a débat, tellement de effectivement. choses à dire sur la Sky et notamment sur la manière dont ils ont géré cette semaine parfaitement sur Paris-Nice. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on va s'intéresser plutôt, par exemple, à Romain Bardet qui finit 5e de cette course-là. Est-ce que vous êtes content de cette 5e place ou pas? Oui, tout à fait. Moi, c'est là où je l'attendais à peu près. Je veux dire, c'est rassurant. Il aurait pu être un peu plus bas, qu'on se serait pas forcément inquiété. Mais le voir aussi haut, l'avoir vu dans des bonnes dispositions, même si sur le Turini, il n'a pas suivi jusqu'au bout Bernal et Quintana. Il a lâché dans les derniers et finalement sur une ascension qui lui correspondait pas complètement non plus. Donc moi, je suis plutôt content de ce que j'ai vu de Romain Bardet. Dans les bordures, il n'a pas été piégé ou très peu. Il n'a pas fait la même semaine que Bernal. Mais il y a juste le jour où ils arrivent à 7. Devant, où il n'y est pas. Mais ils arrivent à une seconde voilà, deux c'est ça. derrière. Quoi. Donc il fait pas une aussi belle semaine que Bernal, mais il fait une semaine tout à fait correcte et rassurante. Ouais, clairement. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Même lui, il disait que c'est son meilleur mois de mars en carrière maintenant jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant. Tu parlais du Turini où il n'a pas pu suivre. On a quand même Bernal et Quintana qui s'étaient déjà mis des pelés en haute altitude en Colombie et à San Juan sur le début de saison. Non, c'est très bien pour Bardet, c'est de bon augure. Après, on va voir. C'est pas là qu'on l'attend. On l'attend dans 2 ou 3 mois. Mais comme il l'a dit, Bardet, c'est son meilleur mois de mars. Et du coup, je pense quand même au niveau confiance, ça va vraiment lui faire du bien. Donc à voir pour la suite. Après, en pagaille, il y a eu, pour les informations, il y a eu une belle 3e place de Nicolas Hédé sur l'étape du Turini. Bravo à lui. Sam Bennett, belle progression quand même, qui gagne 2 étapes. Devant Dylan Groenewegen notamment. Rudy Mollard a fini 7e du général. Valentin Madouas 11e. Des belles places pour Groupama FDJ. Madouas, on en parle quasiment toutes les semaines. Ouais, il est toujours fou. là. Mais on ne sait toujours pas quel genre de coureur c'est. On se le disait en début de saison, on ne sait pas si c'est un coureur de course d'un jour, c'est un coureur de par étape. C'est un Bob Jungels pour le moment qui va se chercher peut-être. C'est un petit Bobby, ouais. Bob Jungels c'est encore léger en montagne. Il faut qu'il arrête de viser les classements généraux. Il finit 8e, voilà, derrière un Rudy Mollard par exemple. 3 minutes 6 de retard au classement général. Ça fait il a craqué quasiment en même temps que Louis. Et puis je vais dire un dernier truc voilà, sur le Paul, Paris-Nice. tu voulais parler quand même de Dani Martinez. Oui, tiens, j'ai oublié que je voulais parler de ça, mais oui, très content. Dani Martinez, faut pas l'oublier que derrière toute cette génération fantastique de coureurs colombiens, on pense souvent à Sosa, à Bernal, et puis il y a les Quintana un peu plus âgés, Miguel Ángel Lopez. Dani Martinez, c'est quelqu'un qui a fait un très bon Tour de Colombie en début de saison. C'est quelqu'un du coup qui a fait une super étape sur le col du Turini. Attention, n'oublions pas ce Colombien, c'est peut-être le 3e larron de toute cette jeunesse colombienne, mais il faudra compter avec lui dans les mois et dans les années à venir sans hésiter. Et toi, tu voulais, Robin, nous parler de cette belle étape quand même le dimanche. Toujours une belle étape pour terminer régulièrement. Chaque année, comme tu dis, on a une belle étape et c'est toujours imprévisible. Bernal, cette année, avait 45 secondes d'avance. Quintana a essayé. Donc, la Sky a plutôt bien géré, mais ça aurait pu passer. À un moment, Quintana n'était pas loin d'être leader virtuel. On se rappelle qu'il y avait eu l'épisode avec Marc Soler, il y avait eu Alberto Contador, Sergio Henao qui s'était battu aussi sur cette dernière étape qui est toujours un peu similaire. Et en général, ça nous offre un beau spectacle. Ouais, clairement, et tu voulais ajouter, avant que je te parle de Dani Martinez, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Oui, je voulais dire que j'étais très content que Simon Yates n'ait pas gagné sur le col du Turini. Déjà, j'ai encore en travers sa déclaration sur le Tour de France. En plus, ça, Paul, tu t'en remettras pas. Non, déjà, ça c'est clair. Il a fait le fanfaron en plus sur cette étape, genre j'attaque, je regarde un peu les mecs, tac tac, j'en remets une petite, etc. Hop, on lui a bien fait à l'envers et je suis très content. Peut-être qu'il voulait jouer aussi le bluff. Il n'était pas très bien. C'est possible, mais tant pis pour lui, il a perdu. T'as l'air content de ça. Très. Voilà pour les news, les amis. Et on va passer à un petit débat. On va se demander comment bousculer la Sky sur un grand tour.
Et oui, parce que comme on le disait, Egan Bernal a gagné sur Paris-Nice, la Sky a gagné sur Paris-Nice et en plus a eu la possibilité d'avoir un leader, Michał Kwiatkowski, pendant la course et d'un coup de changer et de tout mettre sur Egan Bernal. Donc la Sky est-elle battable sur un grand tour? Parce que voilà, on vous a fait un petit tableau quand même en rappelant les résultats de la Sky depuis l'arrivée en 2010 dans le peloton. Une victoire sur le Giro, 6 victoires sur le Tour de France, une victoire sur la Vuelta avec des podiums en pagaille, des top 10 en pagaille. C'est peut-être ça le plus impressionnant, c'est la densité des top 10. Voilà. Et là-dedans, on n'a pas les Paris-Nice, les Dauphinés. Voilà, sur les courses d'une semaine, Surtout comme sur le Paris-Nice par exemple. En gros, quand la Sky a un objectif, la Sky gagne. Ouais. Est-ce que selon vous, la Sky est battable sur un tour, sur un grand tour, et surtout, comment la battre? Paul, à toi l'honneur. Voilà, c'est un vaste sujet. Moi, j'ai envie de te dire que oui, ils sont battables. Les chiffres que tu viens de montrer prouvent qu'ils ont été battables et ils ont déjà été battus. Après, je suis quand même emmerdé, notamment quand je vois avec quelle perfection ils ont géré ce Paris-Nice, que ce soit dans les bordures, c'était même parfois les instigateurs des bordures, que ce soit la gestion des bonifications, où Bernal et Kwiatkowski ne rataient jamais une occasion d'aller en chercher une, que ce soit les stratégies. Quand dans le Turini, tout le monde commence à s'affoler, que eux ils roulent, ils visent derrière sans se préoccuper des adversaires, qu'au final, même si Kwiatkowski se fait lâcher, bah non, on va jouer pour Bernal parce que c'est Bernal Il n'y a qui pas passe. eu une seconde d'hésitation. Il n'y a pas une seconde d'hésitation. Le maillot jaune, il se fait lâcher, c'est pas grave. C'est pas lui notre favori, c'est Bernal. Et même le lendemain, sur l'arrivée à Nice, où Quintana attaque et fout le bordel, ça s'est pas du tout inquiété derrière une seule seconde. Je veux dire, on est dans une espèce de. Il y a deux choses. Pour moi, il y a l'aspect tactique parfait côté Sky. Je pense qu'aucune équipe ne leur arrive à la cheville. Et il y a aussi la confiance sur le fait de se dire qu'ils sont forts, ils se savent forts et ils savent qu'ils ne peuvent pas être battus pour l'instant, au moins sur les grands objectifs qui se fixent sur la saison. Et par exemple, est-ce que toi tu penses, Paul évoque l'équipe Sky qui est la meilleure, mais est-ce que réellement ils ont les meilleurs leaders? Oui, Romain pour moi, c'est exactement le cœur du sujet. Donc, tu dis qu'ils ont été battus parfois. Oui, quand Froome allait sur la Vuelta en ayant le tour dans les jambes, ça lui arrivait de pas gagner. Sur un Giro où il n'y avait pas de Sky, ou un Geraint Thomas qui avait chuté, Dumoulin a gagné. Mais quand la Sky met une équipe sur un objectif, que ce soit un grand tour ou même une course d'une semaine, en général, c'est quasiment 100% de réussite. Et pour battre Sky, il n'y a pas mille solutions pour moi. Trouver un leader qui soit meilleur que les leaders de la Sky. C'est-à-dire Mais moi je t'en trouve sur le qui Giro par Ah exemple. non, trouve-moi un mec qui roule aussi bien que Froome, par exemple. Qui roule aussi bien et qui grimpe mieux, ou l'inverse. Ah oui, par Qui rapport grimpe à aussi Froome, bien et qui par roule rapport mieux. à Froome, c'est compliqué. Mais Mais- par exemple, sur le Giro qui arrive, moi je pense que Primoz Roglic et Tom Dumoulin, surtout Primoz Roglic, a une vraie chance comparée à Egan Bernal. Avoir une chance, on a déjà dit de Bardet qu'il avait des chances, de Dumoulin Ouais, qu'il mais on avait parle des pas de chances. Bardet, on parle de Primoz Roglic. Non. Oui, mais Dumoulin, on a dit l'année dernière qu'il avait des chances, il a perdu sur le Giro et sur le Tour. Non, mais Dumoulin est moins bon grimpeur que Primoz Roglic. Mais alors, je suis pas sûr. La preuve sur le dernier Tour de France, je suis pas sûr que Roglic est mieux grimpé et surtout Bernal. Alors Bernal, ça va être un peu la nouveauté sur le Giro, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui le prenne en montagne. Et ça va être la question à chaque fois, c'est que Froome sur les 10 dernières années, il y a juste pas mieux. En montagne, quasiment personne ne l'a jamais lâché. En chrono, c'est tout simplement le meilleur rouleur des favoris. Geraint Thomas l'année dernière sur le Tour de France, c'est la même chose. Et les purs grimpeurs ou les grimpeurs qui roulent moins bien, ils se sont tous cassés les dents sur la Sky. Contador, Quintana, Bardet, Pinot, Nibali, Uran. Après, il y a des exceptions comme le Dauphiné. Il y a quelques exceptions, exactement. Le Dauphiné 2014-2017, à chaque fois, où Chris Froome est un peu en retard dans sa préparation, il n'est pas au top. Il y a une année où il est à la rue, il y a une année où il est quatrième. Et à chaque fois, ces deux fois-là, il se fait battre. Et c'est les seules exceptions que j'ai trouvées. Tous les Paris-Nice où la Sky va avec un leader fort, ils gagnent. La seule fois où ils perdent, c'est parce que c'est Henao le leader. Et Henao, tout simplement, c'est pas le niveau de Froome, ni Thomas, ni Bernal, ni Wiggins à l'époque. Mais quand ils mettent un leader, un vrai leader, un des 2-3 top leaders de l'équipe, ça gagne parce que c'est les meilleurs. Et parce qu'un Bardet, on peut débattre tant qu'on veut, aujourd'hui, il n'est pas aussi fort qu'un Froome ou qu'un Thomas. Alors comment les battre Bien sûr. alors du coup? C'est pour ça, moi je suis d'accord, vraiment c'est difficile de ne pas être d'accord avec cette excellente argumentation de Robin. Si ton leader est quoi qu'il est moins fort que les 3 meilleurs coureurs de la Sky en face de toi, c'est impossible de gagner. Parce qu'on parle d'un grand leader et aussi on parlait d'un roster, d'un effectif qui est le meilleur au monde, parfait sur tous les domaines. Tu as des rouleurs exceptionnels, tu as des mecs
habiles sur les courses d'un jour, qui peuvent t'aider à passer les passages difficiles, que je pense au pavé, que je pense au coup de bordure. Il y a ça aussi qui joue en compte, c'est que cette équipe maîtrise tous les éléments de la course. Et là où je veux en venir, si on veut essayer de les battre, et je pense que c'est quand même un marronnier, ça aussi, c'est peut-être de les déstabiliser en enlevant les capteurs de puissance. Les capteurs de puissance, ça les rend intouchables parce qu'ils savent exactement où, quand, comment faire leurs efforts. Ils savent où, quand, comment les autres vont et comment les autres Ouais, mais vont si courir t'enlèves et comment ça- les autres vont faire leurs Si t'enlèves efforts. ça, tu pénalises les autres aussi. Moi, je suis pas Je suis sûr pas qu'un sûr. Dumoulin, ils Est-ce que sont tu plus à l'aise pénalises, si est-ce tu que lui tu enlèves. pénalises un grimpeur? Je pense, tu vois, notamment à un Thibaut Pinot qui aime bien jouer au bluff, un Ça, vrai pur peut-être pas, grimpeur. mais Et de toute lui qui façon, peut justement se surprendre, c'est qu'il peut essayer de oui, sur une déstabiliser. étape, il va réussir à déstabiliser la les Sky. Sky Donc en fait, il et faut changer les règles. Tu Faut vois, changer les Roglic, règles pour battre la Sky. Moi, je pense que ça changerait rien puisque alors peut-être que sur une étape, sur une journée, Pinot, Bardet, Quintana, Landa, des mecs qui n'ont pas peur de partir de loin, de prendre des initiatives, pourraient bousculer la hiérarchie. Mais tous ces mecs-là, sur le chrono, ils prendraient le même tarif que d'habitude et ça changerait rien du tout au je sais classement pas. général. Est-ce qu'un Roglic, qui est quand même qui a un tempérament quand même d'attaquant, on l'a vu notamment il y a 2 jours encore sur le Tirreno, on l'a vu sur le Tour des Pays-Bas, sur le Tour du Pays Basque l'année dernière, on l'a vu sur le Tour de France aussi l'année dernière. C'est quand même un attaquant qui s'est roulé. Est-ce que si ce mec-là, tu le mets face à la Sky, qui n'a pas de capteur de puissance, Mais Roglic, il je monte sais aussi pas. le capteur et c'est un rouleur grimpeur, il monte aussi de cette façon-là. je sais pas. Même sur le Tour de Lombardie l'an dernier, quand il attaque à 50 km de l'arrivée, je suis pas sûr que c'est ce que lui ont recommandé son équipe et ses données de watts, de capteur de puissance. Moi, je pense vraiment que je sais pas, évidemment, face à la Sky, j'ai l'impression qu'on part de vraiment trop loin. Mais essayons. Pourquoi n'essayons pas? Le problème, c'est pas le parcours. J'ai eu beaucoup de gens sur les réseaux dire il faut mettre 100 km On est d'accord là-dessus. de contre-la-montre, comme ça Tom Dumoulin pour Albat, comme ça Primož Roglic pour Albat. Mais comme tu l'as dit, c'est pas dit que Froome soit moins bon rouleur qu'un Tom Dumoulin, notamment après 2-3 semaines de compétition. C'est pas dit qu'un Roglic, on l'a vu Roglic l'année dernière sur le dernier contre-la-montre du Tour de France, il n'a pas été flamboyant non plus. Non, moi je pense que s'il y a une chance pour la Sky, si nous on avait une chose à proposer, si moi j'avais une chose à proposer, j'essaierais déjà dans un premier temps d'enlever les capteurs de puissance et de voir si ça influe sur la course comme on peut Bon, ça, l'espérer. Ça, c'est une première proposition. Après, moi, il y a un domaine dans lequel je trouve intéressant, c'est peut-être au tout début. C'est le recrutement. Et dans le recrutement, notamment des directeurs sportifs, parce qu'il y a un homme à la Sky qui est le cerveau peut-être de toute cette stratégie, c'est Nicolas Portal. Peut-être certains pensaient que j'allais dire Dave Bradford, mais Nicolas Portal est le vrai cerveau de la Sky. Et peut-être qu'il Sur faut le peut-être sportif, aller oui. chercher lui et d'autres cerveaux, notamment peut-être qu'on ne fait pas forcément les bons Ouais, il y a choix dans toutes les équipes. Tossato aussi, c'est vraiment moi je sens connaître plus que ça de ce que je vois en tout cas dans la construction de ce staff. C'est fait de manière très intelligente, c'est international, c'est-à-dire qu'on a un Nicolas Portal, capable de déceler, notamment en France, s'il y a des potentiels, etc. On a un Tossato, pareil, notamment côté italien. On a Braceford qui gère un peu moins sportif et tout l'aspect global, notamment le sponsoring dont on parlait tout à l'heure. Mhm. J'ai l'impression que même à ce niveau-là, les mecs font ça à la perfection. Après, peut-être que toi, tu Non, n'es pas Nicolas d'accord. Portal, pour moi, c'est le DS numéro 1 dans le monde, il n'y a rien à dire. Il gère depuis bientôt 10 ans, il se gère des égos à la Sky que personne d'autre n'a à gérer. C'est un peu comme en foot, être l'entraîneur du PSG. Il a des contraintes et des choses à gérer que personne d'autre n'a à gérer. Quand vous êtes directeur sportif d'AG2R de la Mondiale, je ne dis pas que c'est facile, mais il y a Romain Bardet qui est leader et on roule pour lui. C'est assez clair. Quand vous êtes directeur sportif de la Sky, une année sur deux sur le Tour de France, il faut faire des choix. Un coup, c'est Wiggins-Froome, un coup, c'est Froome-Thomas. Cette année, il va y avoir Froome-Thomas Thomas et peut-être même Bernal. Donc, c'est un casse-tête chaque année. Vous avez un gars comme Kwiatkowski qu'il faut réussir à faire rouler pour les autres. Pareil pour un Wood Poels. Donc, Nicolas le font. Portal réussit à gérer tout ça parfaitement. Alors, il n'est pas tout seul, mais c'est quand même celui qui prend le plus la En plus, lumière. il a envie peut-être d'aller voir ailleurs, et notamment dans une équipe française. C'est ça, il a déjà Si les dit- équipes françaises veulent battre la Sky, il ferait bien aussi, peut-être, pensez moins aux coureurs. Après, ils font de bons travaux sur les coureurs, les recrutements, mais peut-être aller chercher Nicolas Portal. Il en a envie de revenir en France. C'est ça, Il alors, le dit. est-ce qu'il a envie de partir tout de suite? Je sais pas, et il aura peut-être pas le même salaire non C'est plus ce que en j'allais France dire. et à la Sky. Après, lui, elle l'a Peut-être déjà lui dit. donner un bon salaire, et là, tu vas faire. Bien sûr, Peut-être mais qu'il faut après, investir après, davantage si sur tu les directeurs demandes- sportifs que sur C'est ça. les coureurs, c'est pas faux. Et moi, je me pose des questions parfois sur le recrutement. On dit souvent, tiens, telle équipe a recruté un tel pour rouler dans la plaine, pour le contre-la-montre par équipe. C'est bien. Pour moi, il faut avoir ces coureurs-là. Par exemple, un Oliver Nassen chez AG2R qui te permet à Romain Bardet de pas perdre de temps, enfin qui aide Romain Bardet à ne pas perdre de temps sur la première semaine. Mais quand je vois qu'on recrute des grimpeurs à tout va, à la fois à la FDJ, à AG2R la Mondiale, parfois je me pose la question, est-ce que c'est la bonne stratégie? Parce que Mais- Pierre Latour aujourd'hui, sur un Tour de France,
qu'est-ce qu'il apporte à Romain Bardet? Est-ce qu'il l'aide vraiment en montagne? De toute façon, en montagne, Sky fait le train. Bardet et tous les autres leaders sont dans les roues des Sky. Et il y a un moment où ça finit par péter parce que le train il va trop vite et qu'il n'y a que les Sky qui peuvent le suivre. Ou alors à la limite 2-3 autres coureurs. Mais Pierre Latour, au moment dans la montagne, est-ce qu'il apporte quelque chose à Romain Bardet? Non, Je mais me pose la question. Il clairement- fait un super Tour de France l'année dernière. Clairement. Je pense que Mais sans parler d'un Pierre Latour, puisque lui, il est plutôt en marge, il joue aussi, c'est un peu ça sa marche pour carte. tous les grimpeurs, je veux dire. Alexis Villaramos, il ne sert à rien à Romain Bardet sur le Tour de France, on est d'accord. Mettons un gros rouleur, c'est pour ça que tu dis que la groupe 1 FDJ et AG2R, j'ai l'impression qu'ils bossent vraiment là-dessus, notamment sur ce recrutement. L'arrivée de Stephen Kung, l'arrivée de Sylvain Dillier, j'ai l'impression qu'on commence à comprendre comment il faut faire pour construire une équipe pour battre la Sky. Laisser la gestion de la course à la Sky. C'est ça, on mais pourra par jamais, contre, ils pourront jamais bâtir une Dès équipe que plus ce forte. sera à vous de faire la course, c'est-à-dire sur un contre-la-montre par équipe ou tenter un coup en montagne, et ben, ce sera soit ton leader, soit tes coéquipiers. Et c'est là qu'il faut que tes coéquipiers, que ce soit dans la plaine ou sur des contre-la-montre par équipe, c'est là qu'ils doivent être bons. Moi, je vais revenir aussi sur un truc auquel j'ai pensé, c'est des accords tacites entre les équipes, que ce soit des accords entre nations. Je sais pas, un Bardet qui s'associe avec un Pinot, la FDJ et AG2R Mondial qui roulent ensemble, Primoz Roglic qui vient voir Dumoulin qui lui dit là maintenant viens, on attaque tous les deux, on fout la Sky dans la merde. Quintana avec la Movistar, ils peuvent faire Ouais, des mais choses. ça marche Ils ont une pas parce équipe. que il faut que tu sois en forme au même moment, il faut que Et les puis deux aient surtout, les mêmes bénéfices à en ils sont tirer. eux-mêmes concurrents. C'est ça. Pinot et Bardet, en fait, vont Ouais, mais peut-être se battre pour une troisième Sont place. concurrents, donc, pourquoi les deux, ils arrêtent peut-être pas de qu'ils dire prennent pas depuis le 2 mois, ils arrêtent pas de dire depuis 2 mois qu'ils veulent gagner le Tour de France, que ça les intéresse pas de faire Oui, mais si une Bardet, 3e, Bardet, il 4e, est 5e peut-être place. conscient qu'il roule Bah, moins qui- bien qu'un Pinot et que s'il amène Pinot dans un fauteuil et qu'il réussit si Pinot grâce à lui se retrouve à mettre la Sky en difficulté ouais, mais et à du coup, gagner ils le prennent Tour. pas assez de Bah, du risques. coup, Voilà. dans ce cas-là, c'est ça, c'est des comptes d'apothicaires Non, mais c'est et dans ce cas-là, chacun pour soi. ces gens-là ne gagneront jamais le Tour de Mais France. est-ce Il que faut tu savoir crois ce qu'on vraiment veut après aussi. Quoi. Parce que Bardet et Pinot attaquent à deux dans une étape de montagne, la Non, mais Sky va être plus en difficulté. C'était un exemple. Tu vois, si Dumoulin Je pense que oui. Moi, je pense clairement pas. La Sky, de toute façon, ils s'occupent pas de ce qui se passe à côté. On l'a bien vu sur Paris-Nice, on l'a vu sur le Tour plein de fois. Ils roulent, ils impriment le rythme. De Bah, toute ça façon, dépend après la place que tu as. Si tu es 7ème que tu attaques et tu es déjà à 3 minutes sur la dernière étape, évidemment, ils vont pas te laisser partir. Ils vont Ça te dépend de laisser l'attaque. partir, ils vont rouler au Mais train. combien de fois on a vu enfin, est-ce que c'est vraiment possible pour des Bardet, pour des Pinot, ou pour n'importe qui d'autre, pour Nibali, pour Contador à l'époque, ça marchait pas non plus, d'attaquer dans un col, la Sky fait le train, vous attaquez. Ben, en fait, le principe de ce tempo imposé par la Sky, c'est d'empêcher. Ça marchait qu'ils attaquent. avant la Sky. Avant la Sky, oui, mais la Sky. Mais c'est pour ça que je Avec reviens pas au des 14 de coureurs trop puissance forts. toujours. Quoi. Et ils impriment un rythme dans l'école qui est juste insoutenable pour tout le monde. Et pour moi, il faut surtout s'adapter à ça. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on grimpe, parce que c'est comme ça que ça va le plus vite. La Sky l'a compris. Donc ça sert à rien de se prendre la tête à se dire, je vais Ouais, monter par à coup, je vais essayer de les Je suis d'accord avec toi, De mais toute du façon, coup, ça marche pas. Du coup, alors, quelle meilleure solution que d'essayer? Du moins, je ne sais pas si c'est une réponse bonne à 100%, mais pourquoi ne pas essayer d'enlever les capteurs de puissance? Il n'y a que ça qui peut perturber la Sky, l'ordre de marche de la Sky. C'est vrai que tu as raison, des associations, des Non, alliances, ils sont Tu trouves un Parce gros que ça a pas sponsor l'air- et tu signes Froome. Si Froome il est chez toi, c'est toi qui gagne Oui. le tour. Mais voilà, mais là après on en arrive à des trucs qui sont trop durs à atteindre. On verra si Total arrive à recruter Christopher Froome l'année Katusha, prochaine. bah, eux, ils ont des budgets qui sont similaires à celui de la Sky. Ils pourraient donner les 5-6 millions par an. quand même. hein. Ils pourraient donner les 5-6 Désolé. millions à Froome chaque année. Hein. Alors, on a demandé quand même sur le Twitter, voilà, ce matin, on vous a posé la question, est-ce que selon vous il y a une possibilité de battre la Sky, et donnez-nous des pistes. Donc vous nous avez répondu et on a sélectionné quelques petites réponses qu'on va découvrir. Voilà, oui, je sais que ça arrive, il n'y a aucun problème. De toute manière, on a le temps, les amis. Voilà la première, Alexandre Bardin qui nous dit la condition première, c'est d'avoir un leader capable de faire au moins jeu égal avec celui de la Sky en montagne. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas y croire. Donc voilà, ils disent que Et Romain- Après, j'ai une question. ensuite, J'ai vraiment une question factuelle. 30 ensuite, secondes. attends, je finis juste la Vas-y, mon excuse-moi. polo. Oui. Avoir un Vas-y, niveau vas-y. acceptable en contre-la-montre pour minimiser les pertes éventuelles en temps, puis tout miser sur un coup. Vas-y, mon polo. Est-ce que Primoz Roglic et Tom Dumoulin étaient très inférieurs à la Sky en montagne sur le dernier Tour de France? Ils l'étaient. À l'Alpe d'Huez, ils se font aligner par Thomas. Ils sont alignés au sprint. Au Mais sprint, les Thomas mecs- est plus fort sur Ils sont la veille à la Rosière. Thomas, il est plus fort aussi. Thomas est plus fort est plus fort à la Rosière, mais il n'y a pas non plus une grande. Thomas est grande intouchable l'année différence. dernière en montagne. Le problème pour moi, c'est Bah justement, il y a ça une se fait- déclat ça se fait sur, autour. sur, un autour. très gros rouleur type Dumoulin ou Roglic qui devront suivre en montagne les leaders de la Sky, un profil grimpeur comme Bardet ou Quintana qui ne peuvent pas gagner assez de temps en montagne, qui rouleront pour Bernal, Mais c'est- Pouls, Kwiatkowski pour combler leurs pertes. sur les C'est ce que disait le Alexandre Bardin juste avant. Il dit être aussi fort en montagne et avoir un niveau acceptable en chrono. Mais non, ça suffit pas. C'est ça. Parce que en montagne, si tu es aussi fort, tu prends pas de temps. Et si tu es acceptable en chrono, tu vas en perdre sur Froome et Thomas. Il faut être
égalité sur un des deux domaines et plus fort dans l'autre. Et donc ça veut dire trouver un leader meilleur que ces gars-là. Et la Sky sur le recrutement est juste parfaite. Ils recrutent des garçons qui rentrent dans leur moule, qui rentrent dans leur mode de fonctionnement. Ils recrutent un Froome, un Thomas, un Bernal aujourd'hui qui sait rouler. Ils recrutent pas un Quintana, ils recrutent pas un Bardet. Parce que Quintana dans l'équipe Sky, ça changerait rien. Il arriverait toujours pas à gagner le tour, il roule pas assez bien. Mais un Bernal qui sait rouler, ils vont lui faire gagner le tour. Et après, il y a cette déclat que moi je trouve particulièrement intéressante qui nous dit avoir au moins la même intelligence tactique que les Sky pour pas perdre de temps bêtement en n'oubliant C'est aucun ça. petit détail et peut-être en cassant certains codes tactiques du cyclisme. Alors sur la première partie, moi ça m'a intéressé parce qu'il y a ce sprint bonification hallucinant sur Paris-Nice où tu as des secondes qui sont données et en fait personne n'y va. Et effectivement, Ça m'a beaucoup fait rire. demander à Edouard Philippe d'interdire un Sky au départ du tour, moi je ne vois que ça. C'est vrai qu'on finir par se dire ça. Mais voilà, ce sprint bonification où en Mais fait Katowski et Bernal y vont et ils se disent putain mais on est tout seul. C'est ce que je disais, c'est Sur le que plateau le truc. à partir, tu peux te dire, ouais, mais lui, intrinsèquement, il est peut-être aussi fort en contre-la-montre, en montagne, etc. Tactiquement, ce qu'ont fait Kwiatkowski, Bernal et Lucro sur la première semaine, enfin sur les 3 premières étapes de Paris-Nice, c'est un masterclass de tactique et de puissance démontrée. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr que le problème derrière, c'est que les gens n'arrivaient pas à suivre. Les seuls mecs qu'on a vu faire les bonifs, c'est Kwiatkowski et Bernal. Au bout d'un moment, moi, je veux bien. Oui, ils ont qu'on se une trouve des science excuses. de course parfaite. Et Science derrière de tout ça, course. il y a aussi Nicolas Portal, justement. Ouais. Science de course parfaite, équipe haut niveau plus. Le vrai problème, il est là de toute façon, c'est que cette équipe court parfaitement et est la plus forte. À partir de ce moment-là, c'est ici de trouver des solutions. On peut hypothéquer Non mais la sur des solution elle est choses. là. La Sky est-elle battable sur un grand tour Non parce qu'ils ont les meilleurs leaders, mais oui si l'intelligence de course et peut-être les choix en amont la sont vérité- faits différemment. La vérité, c'est que la Sky fait. On dit, tu disais tout à l'heure, Polo, ils ont fait un Paris-Nice parfait et Nicolas Portal le disait aussi. On a fait une semaine parfaite. Mais la vérité, c'est qu'ils font très souvent la course parfaite. Que ce soit sur une course d'une semaine ou de 3 semaines, il y a quasiment jamais une erreur. Sur le Giro l'année dernière, on avait peur qu'ils se soient loupés. Qu'est-ce qu'ils ont fait Leur tactique habituelle du on gère, etc. Ils ont fait tout péter, ils ont tout changé. Ils ont fait partir Christopher Froome à 80 km d'une arrivée. Et c'est grâce à ça que Christopher Froome gagne. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans des stratégies de course stéréotypées, ils sont dans l'adaptation continuelle et ils ont toujours une longueur d'avance sur les tactiques et sur les équipes adverses. Si je peux dire juste un dernier Vas-y, un truc, dernier juste mot. réussir quand le moment se présente, quand ils sont pas au top, à saisir l'opportunité. C'était le cas à Péragude en 2017 où Froome a dit si je m'étais fait attaquer ce jour-là, je perdais le tour. Sauf que personne n'avait compris qu'il était pas bien et on l'a emmené dans un fauteuil. Ou alors, il faut en profiter quand ils envoient David Delacruz en leader sur un grand tour. Et donc voilà pour la Sky est-elle battable sur un grand tour. Dites-nous dans les commentaires si selon vous ils sont battables oui ou non. Nous on part sur Milan-San Remo. Voilà, on se fait 5 minutes sur Milan-San Remo parce que c'est samedi et voilà, ça va arriver très vite. Le premier monument de la saison et Chronique du vélo. On a fait un article l'année dernière sur Kwiatkowski et Sagan, une belle rivalité qui a toujours été une rivalité depuis 10 ans, mais ça s'est un peu tendu depuis ce Milan-San Remo là. Exactement. En fait, ça s'est tendu depuis le Milan-San Remo de l'année précédente, de 2017, gagné par Michal Kwiatkowski, donc au sprint face à Peter Sagan avec Julien Lafilippe 3e. Parce que ces deux-là, en fait, ils se connaissent depuis toujours. Ils sont tous les deux nés en 90, donc ils ont quelques mois d'écart. Ils se retrouvaient déjà sur les courses de jeunes. En 2008, ils se battaient déjà sur la course de la paix. Ils se sont vus partout sur les championnats du monde. Ils étaient là à deux. Et on avait interviewé Boris Zimin à l'époque sur la chronique du vélo, donc ancien jeune coureur français, qui nous expliquait on jouait pour faire 3e à l'époque, il nous disait. Parce que les deux, c'était des monstres. C'était un coup Sagan, un coup Kwiatkowski. À l'époque, alors Sagan était un peu le flingueur et Kwiatkowski plus aguerri tactiquement, en profitait souvent. Mais et ils se sont toujours croisés comme ça. Ils ont toujours roulé sur la concurrence. Et le Milan-San Remo 2017, où Sagan fait tous les efforts, ou en tout cas il a l'impression de faire tous les efforts et Kwiatkowski gagne, ça fait un tournant. Après la course, Sagan en rigolait, il disait Kwiatkowski me doit quelques bières. Un an après, conférence de presse d'avant San Remo 2018, il dit j'aurais pas aimé gagner comme ça. Kwiatkowski en revenait pas trop, il disait il a vraiment dit ça, etc. Et la rivalité prend une autre dimension à ce moment-là. Et dans le Poggio, on se rappelle, Nibali part, Sagan regarde Kwiatkowski, c'est toi le tenant du titre, vas-y assume maintenant. Et Kwiatkowski n'y va pas et Nibali s'impose. Et je me demande presque si Sagan, il a pas peut-être un peu peur aussi de Michal Kwiatkowski. Exactement, et c'est ce que nous disait là encore Boris Zimin. Il nous disait je crois que Kwiatkowski, c'est le seul gars que Sagan craint.
Alors que foncièrement, encore plus sur un sprint à 2 comme c'était, ou à 3 comme c'était arrivé sur San Remo, Sagan est plus rapide. Et pourtant, du fait de leur rivalité ancienne, du fait que Sagan a beaucoup perdu déjà chez les jeunes face à Kwiatkowski, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie aussi, qui fait qu'il a presque un blocage contre Kwiatkowski. Et on se rappelle du GPE3 je crois que c'est 2017, peut-être non 2016, où déjà Kwiatkowski en 1 contre 1 bat Sagan au sprint, ce qui est complètement anormal pour le coup, parce que déjà à l'époque Sagan avait cette petite réflexion supplémentaire qu'il a face à Kwiatkowski, qu'il a peut-être pas face Des à d'autres. petites rivalités Ouais. dans le peloton quand même qu'on aime bien, Simon Polo. Mais il y a un truc qui est intéressant, ce que tu m'as dit, que tu as dit sur la course l'an passé, où quand Nibali part, Sagan se retourne vers Kwiatkowski et lui dit vas-y. Et ça me fait directement jumper sur la course de cette année, en me disant, je lis beaucoup depuis 2-3 jours, surtout même depuis hier, que Julien Alaphilippe est le grand favori principal, que ça va être dur de le battre. Sur la Via Roma, je sais ci, je sais ça. Les mecs qui arrivent à Milan-San Remo avec la pancarte, c'est des mecs qui perdent en général. Sagan l'année dernière, il y a eu Valverde aussi. On va découvrir le palmarès notamment qu'on vous a préparé de. Tous ces mecs, tous ces de mecs-là, Milan-San Remo. tous ces mecs-là qu'on a dit qu'ils allaient gagner Milan-San Remo, etc. Depuis C'est 2011. toujours des mecs qui se sont fait battre. Donc moi, j'avais envie vraiment de tempérer sur les ardeurs et sur les possibles victoires d'Alaphilippe à Milan-San Remo. Donc voilà. Donc après, évidemment, la course, on le rappelle, le Milan-San Remo, parce que si certains ne connaissent pas parfaitement cette course, c'est une course qui fait 293 km, donc voilà, elle est très très longue, avec quelques petites montées, hein, notamment le Passo del Turchino au début, enfin à mi-course, et puis après quand on arrive, on a la Cipressa, et puis le Poggio dans les derniers kilomètres. Voilà. Et oui, évidemment. Et donc voilà. On a parlé de Kwiatkowski, on a parlé de Sagan. Qui, selon vous, sont les favoris cette saison du Milan-San Remo? Bah, on a ces deux-là déjà, hein, qui sont quasiment favoris à vie en fait pour cette course depuis 5 ans, parce que ça leur correspond parfaitement et qu'ils l'ont montré. Alors Kwiatkowski a gagné, Sagan a pour l'instant beaucoup connu la 2e place. Mais pour moi, c'est les deux grands favoris avec en effet Julien Alaphilippe, on le voit sur le tableau. Alors on a fait des petits pronostics avec Julien Alaphilippe, voilà. Sagan, Kwiatkowski qui ont 3 étoiles, etc. Et Sagan Kwiatkowski, c'est sûr, ça va être les deux ogres encore une fois. Alors on attend de voir comment ça va se passer chez Quick-Step parce qu'il y a 2 cartes à jouer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bas du Poggio, tout le monde va regarder Sagan, Kwiatkowski et Alaphilippe. Et on va attendre de voir si ces 3-là, ils bougent. Ça va être comme l'an dernier, je pense. Alaphilippe en fait un vrai objectif. Alaphilippe va jouer sa carte dans le Poggio. L'année dernière, il n'avait pas les jambes. Et si ça ne marche pas pour lui, de par une tactique ou un manque de jambes, il va se mettre à la planche comme l'année dernière pour essayer de ramener Elia Viviani. Mais il y a un problème avec ça, c'est que si Alaphilippe attaque dans le Poggio, il va mettre finalement en difficulté son coéquipier. Est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'il bouge pas pour préserver les chances de Viviani? Il faut que... Chez exactement. Quick-Step, J'avais pas pensé à ça. Je suis assez d'accord. Il faut qu'Alaphilippe prenne la roue d'un Sagan, d'un Kwiatkowski, qui cible les mecs qu'il va voir en forme à ce moment-là et qui prennent leur roue sans attaquer, sans changer de rythme, histoire de se dire, voilà, si ça sort pas, il y a Viviani est derrière. Et là, on donne tout pour le sprint. Je suis assez d'accord avec ça. Après, si tu me demandes un favori... il y en a beaucoup. Hein. Le problème... Parce qu'on avait un tableau avec donc il y a les favoris et on en a un autre avec les coureurs à ne pas oublier. Tout un peu cet amont d'outsider. Est-ce que vous avez mis Boigny dans les coureurs à pas oublier? Milan-San Remo, il y a Boigny évidemment. Ça c'est fair play. Mais qui n'est même pas sûr d'y être encore pour le moment. Donc on va pas. Vasseur disait qu'il allait le faire quand même, je pense. Attention à Caleb Ewan. Moi, ce qui m'emmerde, enfin ce qui est dur à prédire avec le Milan-San Remo, c'est est-ce que ça va arriver au sprint? Est-ce que ça va arriver dans un petit groupe? C'est compliqué ça dans un petit groupe. J'ai envie de te dire, comment ça s'appelle? Julien Alaphilippe. Est-ce que ça arrive au sprint? Ce sera pas lui. Si ça arrive au sprint, moi Sagan. Moi je te le dis, c'est Sagan. C'est Sagan. Il tourne autour depuis trop longtemps. Est-ce qu'il est assez en forme cette saison, Sagan? Et justement, il sait exactement comment arriver sur Milan-San Remo comme il faut. Les dernières années, je pense qu'il était trop concentré sur gagner tout de suite. Et il voulait gagner sur Tirreno Adriatico régulièrement. Là, cette année, il est venu plus tranquille. Il a fait un début de saison très calme. Voilà, et là, il sait que ça démarre samedi sa saison à Peter Sagan. Moi, tu sais quoi, je vais mettre une grosse cote, je vais mettre Caleb Ewan.
Ah bah, tu dis Jamais de la vie. D'accord. Qui a fait bah pourquoi pas. Hein. Deuxième l'année dernière, parce que les Non, autres non, mais en sprintent plus- pas, ils les autres, ils font quoi Et en tout cas, il est à fond dedans parce que comme tous les sprinters qui étaient sur Paris-Nice, il a abandonné avant. Il n'a pas pris le départ de l'étape du Turini, comme Sam Bennett, Groenewegen ou même Edvald Boasson-Hagen qu'on peut caler. Non mais dans- Ewan il va dans faire un 15 ans en Suncher. courant après San Remo, il l'aura jamais. On verra. Hein. Donc il, voilà. il a une seconde de l'avoir. L'année En tout dernière. cas, Sagan, Viviani, Alaphilippe, Nibali, tout cela sont sur Tirreno et vont aller au bout du Tirreno parce qu'ils ne sont parce que Vous y croyez à la Philippe, vous? Ouais bien sûr, moi je pense qu'on peut retrouver le Je même pense à trio qu'il y partir a du 2 ans. moment où il en Il aura fait la un objectif, pancarte, il en est capable. Ouais, Le il y en a problème dans le beaucoup qui ont Poggio, la c'est pancarte. que quand L'année où t'as il la part à pancarte dans le trois. Poggio, c'est dur de sortir. Mais faut Je être pense qu'il y en a fort, beaucoup faut être qui ont la fort. pancarte. Ouais. Mais il y a 2 ans, Sagan et Kwiatkowski, ils l'ont la pancarte. Hein. Sagan Donc il est voilà les champion gars du monde, pour et ils Milan-San sortent, hein. Remo. On a terminé avec ce petit Milan-San Remo qui est samedi. Dites-nous dans les commentaires. Petit Milan-San Remo. Mouillez-vous un Ça peu fait 2 là. fois que tu dis petit Milan-San Remo, Joseph, et je le Ouais, parce prends qu'un mal. petit, parce que c'est un petit bonbon pour moi. Ah, c'est un gros bonbon. Voilà, c'est ça. C'est un... À 7 heures dans le canapé Toujours, devant la télé. On va regarder les 15 C'était un derniers an, parce que kilomètres. malheureusement, je suis dégoûté. C'est pas dès le début que c'est trop. On va regarder les 15 derniers stream italien sur la rail, t'inquiète On pas. va regarder les 15 Ouais, derniers à 6 heures du kilomètres. matin, On va voilà, regarder les voilà. 15 derniers kilomètres. On veut pas rater mais la ça, chute tu de peux pas Mark dire ça, Cavendish. tu peux On va pas regarder dire le ça. Poggio. Tu ne peux pas dire C'est quoi ça. là, là. je vais regarder. Je vais au moins mettre pour la Cipressa. Tu me pour voir dégoûtes, s'il Paul. passe un truc. Voilà pour le focus, les amis. On passe à petite bonification. Petite bonification, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Quintana, mon Polo, c'est toi qui as envie de le défendre aujourd'hui, Naël. Ah ouais, alors là, je suis vraiment fâché. Je suis hyper fâché et je vous le dis à vous, public. J'en ai vraiment marre, mais vraiment marre d'entendre que Quintana est un coureur attentiste. Alors, je sais pas d'où est venu ça, peut-être. Ah bon Non, mais si, de quoi? Vas-y, non, mais dis-moi. Bah, de ces nombreuses années où il a pas bougé une oreille sur le Et Tour de pourquoi il France. a pas bougé une Ah, oreille? Parce qu'il pouvait pas. Ah oui, je sais bien. Bah voilà, mais c'est ça la vraie question. Moi, quand j'entends que Quintana est attentiste, c'est pour moi ne pas connaître le vélo, tout simplement. Je vous le dis, si vous dites que Nairo Quintana est attentif, vous ne connaissez pas le vélo. Vous n'avez pas vu le Giro 2014 où il fait... Ah, quand une il gagne le course- Giro alors que c'est neutralisé. Hein? Quand il gagne le Giro alors que c'est neutralisé la neutralisé. descente. Non mais il y avait toute une histoire autour de ça avec la neige où c'était un peu limite. Bah, en attaque. regarde l'étape de Val Martello, c'était l'étape Rennes où il fait un carnage. Après, on peut avancer dans les années, on peut aller en 2015, où il met au supplice Christopher Froome. Évidemment, il ne gagne pas, mais il l'attaque dans l'Alpe d'Huez. On a même peur qu'il revienne sur Thibaut Pinot, tellement il est fort. Froome, il est au supplice, il est sauvé ce jour-là par Richie Porte, je crois, il me semble, dans la dernière, dans l'Alpe d'Huez. Là, j'avoue que Et puis surtout, je ne l'ai pas. la Vuelta 2016. Allez voir l'étape de la Camperona, l'étape des Lagos de Covadonga, qui sont quand même les étapes mythiques de la Vuelta, où il fait de Contador et de Froome ses petits-enfants. Sur la Camperona, c'est impressionnant. Froome attaque, il est contré par Quintana. Et puis à l'étape du col du Portel l'année dernière, il y a sa tentative de coup de force sur le Paris-Nice. On l'a vu gagner aussi une belle étape sur le Tour de Colombie cette saison. Ok, il était en marge du classement général, mais qu'on arrête de dire que Nairo Quintana est un coureur attentiste. C'est un coureur qui a plafonné en termes de forme, notamment en 2016-2017. 2017-2018 plutôt, surtout 2017, il a plafonné et on l'attendait peut-être plus haut. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il était attentiste. Non, Quintana est un coureur offensif et un coureur de panache. Quand il a les jambes pour le faire, il faut arrêter avec ça. Et je réagis à ça, et après je termine parce que je suis un peu long. Je réagis à ça parce que j'ai vu un tweet d'un mec qui a pris une photo de Quintana derrière Bernal sur le col du Turini, qui a dit « Ah, on retrouve le Quintana qui ratonne Bernal et qui va lui faire le sprint à 500 mètres de l'arrivée. » Mais Quintana, il a aucun intérêt. Déjà, je pense qu'il ne pouvait pas. Quand même, la Sky a vissé sur les 15 km de montée. Après, tu as Bernal qui vissait encore plus pour le classement général. Quintana a roulé, en plus il lui a pris un relais sur le dernier kilomètre et après il lui fait le sprint. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on attend de lui en fait? C'est plus un coureur qui peut, c'est plus un coureur qui peut gagner un grand Je crois tour. qu'on n'a pas On le y est. même Quintana sur le Tour de France et ailleurs en fait. Et que ça joue aussi sur l'impression qu'on peut en avoir parce qu'on l'a beaucoup attendu sur le Tour et c'est vrai qu'il a fait le spectacle ailleurs. Voilà pour un coup de gueule Quintana, mon Polo. Toi, tu voulais nous parler du Tour 2020 et des 2 premières étapes qui ont été annoncées. C'est ça. Deux premières étapes différentes. Hein. Exactement, un peu original dans le déroulé puisque ça va monter tout de suite. Une première étape, voilà, on voit la première plus pour les sprinters, même s'il y a quelques bosses, et la deuxième vraiment montagneuse finalement avec le col du Turini qu'on a vu cette semaine sur Paris-Nice, avec le col de la Colmienne aussi, le premier, et avec le col d'Ez qu'on connaît bien sur Paris-Nice justement. Donc 2 étapes
compliqué pour entamer ce Tour de France 2020. C'est assez rare. Puisque Changement d'identité, clairement. Exactement. Ça fait depuis 1979 que le Tour n'était pas monté aussi haut dans les 2 premiers jours. Donc là, plus de 1600 mètres avec le col de. Un petit changement qui est quand même sympa. Voilà. Sachant qu'on parle souvent du parcours qui serait pas assez dur, bah là on voit bien que Christian Prudhomme fait les efforts. Donc voilà pour les bonifications, les gars. On peut passer au petit quiz pour terminer. J'ai un peu peur sur ce quiz parce que Paul il est énervé. Ouais, je suis un peu fâché là. Et j'aurais pu Bernard, il a parler pris ça en même temps. J'aurais pu encore parler Acte 10 7 minutes. du quiz, les amis. On peut y aller avec un petit qui est. Alors le premier qui est une petite épreuve de rapidité. Je vous demande beaucoup de concentration. Je suis déçu qu'on appelle plus ça un cache-cache moi. Tu peux y aller, mon Ben, pour le premier. Bernard Hinault. Eddy Merckx. Ouais. Putain, ouais. Paul. Franchement, je peux pas t'aider là-dessus. Là. 1-0 pour Robin. Deuxième qui est Chiolek. Gérald Thiolek. Sachez Ah, que là, le qui est, je l'aurais jamais eu. ils ont gagné Milan-San Remo. Sous la Ah. neige. 2-0, 2014, 2013. 2013. 2-0 pour Robin. Zacharine. Non, Christophe. Rodriguez. non. Il est espagnol. Daniel Moreno. Non. Ventoso. Lucian Sanchez. J'en dis 50, c'est pas Je sais juste. pas, je tente les mecs, quoi. Espagnol. C'est pas. Espagnol. Il a gagné Milan-San Remo 2010. Ah, Gosse. Non. Non, Son 2010. prénom commence par un 2010. O. Oscar. Putain, Fréré. Omar. Fréré. Oscar Fréré, Tu lui as donné le putain. prénom. J'ai Paul. dit Romain Frailet. J'avais dit Romain Frailet, Ah, putain. on était très mauvais. Oh là là. Oscar Fréré qui a gagné Aucun Milan-San souvenir Remo de 2010. lui que tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas Katusha qui l'a marqué, mais bon. Troisième qui Quand suis-je même. Quatrième qui suis-je plutôt Cavendish. Cavendish. Ouais, putain. Je suis à l'ouest. 4-0. Dernier qui est, pardon. Pozzato. Pozzato. Bravo. 5-0 pour Robin. T'es pas passé. En fait, il aurait pu avoir 3-2 là, mais Ouais, il y a eu un petit blocage là. C'est un peu Sagan face à Des petits Katkowski. qui suis-je, les gars c'est- Des petits qui suis-je Et tous tes jeux s'appellent le qui suis-je en fait. Non, il y a Qui est, qui c'est est. qui suis-je. Non, mais oui, voilà, parce que moi, je vais rappeler ça des cache-cache. Moi, je veux appeler ça des J'avais cache-cache ça aussi. Ah oui. dans ma tête, des cache-cache. Ça allait très bien. Et pourquoi ça a changé? Parce que j'ai subi des pressions. Allez, on part sur un premier qui suis-je. Alors, je reprends du coup parce que je ne sais pas pourquoi, mais ma note s'est envolée sur mon premier qui suis-je, mais ce n'est pas grave. On va le retrouver. Je suis italien, sprinter. J'ai aujourd'hui 45 ans. Cipollini. Ce n'est pas Petacchi. Cipollini, c'est Petacchi. Oh putain. Chance sur deux. Franchement, J'en peux plus. J'avoue, t'as pas de chance. Attends, il a quel âge Cipollini? Je suis sûr qu'il a Il a un 45 ans. Ce serait génial. Attends, je vais voir. S'il a 45 ans, c'est génial. Cipollini, ah non, il a 50. Il a 51 ans. Je Oui, le c'est voyais vrai, il a beaucoup un plus. peu Beaucoup Deuxième, qui suis-je? Je suis sprinter, un très très grand sprinter. Zabel. Oh putain. Parce que là, j'avoue, j'ai compris que tu nous la faisais autour de Milan-San Remo. Je l'ai senti venir, celle-là. Voilà, vainqueur de Milan-San Remo avec la team. Avec mon Rio. cassin pas loin. La team Derrière. Voilà. Petite énumération pour Donc on est terminer. à 7-0 là, c'est ça On est hein à Ouais, 7-0. c'est- Donc elle vaut 8 l'énumération. Voilà, L'énumération, elle vaut 8 et je vais la gagner. C'est petite énumération de vainqueur de Paris-Nice. D'accord. On peut remonter C'est jusqu'à parti. quand? Remontez jusqu'à quand vous voulez. C'est vrai? Ça peut être assez long, mais il y en a Allez. un qui peut bloquer. C'est vrai. Sur une erreur, on a perdu. Voilà. Polo, à toi l'honneur. Egan Bernal. Egan Bernal, Carlo- 2019. Carlos Betancourt. Carlos Betancourt, 2014. Sergio Henao. Sergio Henao, 2017. Richie Porte. Richie Porte, 2015. Geraint Thomas. Geraint Thomas, 2016. Valverde. 2009. Valverde, non. Il est pas Luis dedans. Leon Sanchez. Ah, et Valverde n'a pas gagné plus tôt alors? Valverde n'a pas gagné plus tôt. Oh le con. En plus, Ah putain. je me disais, je vais faire Sanchez après. Moi j'avais Luis Je vais faire Sanchez, Contador. Contador, ouais, je les Valverde avais. n'a pas gagné. Eh ouais. Valverde n'a Oh pas le gagné. con. Oh le con.
Non, Valverde, Yes. Valverde a terminé deuxième en 2010 derrière Contador. Ah là là. Bon, Ça va, Ouais. ça j'ai voulu faire le va. flambeur. Pipo Inzaghi est à notre gauche. Mais alors, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que tu as gagné? Tu as gagné, Mais mon franchement, Polo. non, franchement, je suis joueur. C'est la victoire revient. La victoire revient à Robin qui a été bien meilleur que moi sur ce quiz. Bon, je la prends alors. On découvre un Faut pas peu me le dire deux tableau fois. du programme, les gars, de cette semaine qui arrive en attendant que Polo, voilà, pendant ce tableau, est en train de chambrer Robin. C'est pas vrai. il Ah a- non, je vais pas chambrer. Je laisse, Non, non, je laisse rigole, la victoire rigole. qu'il a amplement méritée. Rigole. qui Voilà, je passe, Tirreno, du coup, Valverde. dernière étape. Milan-San Remo samedi, Grand Prix de Denain qui sera dimanche. Et le Tour de Catalogne qui commence à partir de lundi prochain. Ouais, ça c'est cool, Avec ça. des beaux petits noms, Henrik Mas et Evenepoel notamment sur la Quick Step. On connaît pas un peu tous les rosters, mais il y aura du Valverde, Bardet, Pinot, Godu, Lopez, les deux Yates, Kruijswijk, Barguil. Bardet et Pinot, ils le font tous les deux? Ouais. Je sais Alors en tout cas, c'est ce qui est annoncé, mais à revérifier de toute manière, rien n'est officiel, donc ils attendront sûrement pour annoncer tout ça, Milan-San Remo. Bardet sur San Remo, c'est la grosse cote. Ah oui, bah oui, oui, c'est ça. Il faisait pas Estrade Bianche pour faire Milan-San Remo. Il gagnera pas. Hein, S'il gagne San l'annonce Remo, il en- va peut-être pas se faire chier en Catalogne. Hein. Ouais, je vous l'annonce en prime time. Bardet ne gagnera pas à Milan-San Remo. Donc voilà, je voulais dire quand même merci à tous pour notre émission Julien Alaphilippe qui a été très regardée, il y a eu des bons retours, Ouais. donc merci à tous de nous suivre, vous êtes Mais à de plus toutes en les plus émissions nombreux. qui marchent toutes très bien et c'est vraiment génial. Ouais. Ouais, franchement, merci à vous tous les amis, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, à mardi prochain. Ciao les Salut les rouleurs. gars. Salut.